Start-up et grands groupes, une coopération efficace, point d'interrogation. Est-ce que finalement toutes les initiatives derrière cette grande, on va dire, promesse de mieux travailler avec les start-up est-elle réelle et efficace? J'ai le plaisir d'en parler avec Thierry Majorel, fidèle au poste de NetExplo chaque année, directeur d'innovation de BPI Group, qui accompagne 800 clients aujourd'hui, je crois, dans la transformation digitale. On a accueilli votre présidente juste avant, Samy Logman. À vos côtés, David Leborgne. Vous êtes Chief Digital Officer à la SNCF. Bienvenue. Pardon, c'est pas à côté, c'est juste en face. Et Édouard Minck, vous êtes directeur de la prospective et investissement pour le groupe Lagardère. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, aujourd'hui, dans la palette de la relation entre les initiatives qui sont des labs corporate, des prestations, on va dire, de cabinets, dont BPI Group d'ailleurs, qui propose justement d'accompagner la transfo digitale, du corporate ventures qui s'est mis un petit peu plus en action pour soutenir l'investissement et essayer d'attraper des innovations, parce que les grands groupes, malheureusement, pas tous en tout cas, mais font preuve un petit peu de manque d'agilité. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous paraît, messieurs, donner le plus de résultats depuis que la transfo est un vrai sujet pour les grands groupes? Quand je dis vrai sujet, avec des budgets derrière. Thierry. Les résultats, ils sont plus liés à l'acceptation d'un nouveau modèle économique, à l'acceptation d'une transformation qui est facilitée par l'intégration finalement de nouvelles technologies ou de nouvelles approches comme les startups peuvent le proposer. On a vu, on a créé cet écosystème avec le LabRH il y a 4 ans. Donc on a maintenant suffisamment de recul par rapport à l'évolution de l'intégration des startups dans cette économie qui est portée par les grands groupes. Le niveau de confiance a été extrêmement difficile à obtenir et la seule façon de l'obtenir, c'est la charge de la preuve. On doit aujourd'hui démontrer ce qu'on est capable de faire et quelle nouvelle offre de valeur on va générer. Alors nous, on travaille plus sur les processus ou les pratiques RH, mais ça peut être sur des projets industriels. C'est exactement le même modèle. Et c'est tout l'enjeu du temps que l'on doit gérer, de cette intégration et de la transformation culturelle des entreprises. Édouard, de votre côté, est-ce que vous voyez des choses qui marchent réellement? Quand je dis qui marchent, en fonction des KPI que se donnent les grands groupes. Oui, il y a des choses qui marchent. Nous, on a mis en place un certain nombre de choses dans le groupe Lagardère. On a un lab, un réseau innovation, dont l'objectif est justement de gérer cette transversalité et d'essayer de mettre en place des projets, de voir ce qui fonctionne et ensuite de relayer d'une branche à l'autre, parce qu'on est un groupe très divers. Après, il y a quelques années, on a mis en place dans le groupe des investissements au sein de fonds, de VC. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça nous permet de faire du sourcing. Ça veut dire que Lagardère met des sous dans un fonds, dans un véhicule d'investissement, en fait, qui lui-même va se donner pour mission de vous chercher des startups ou des bonnes idées. Eux investissent, il y a 2 fonds, il y en a un qui est à Paris, un qui est à Tel Aviv. Et Hachette Livre a également investi dans un fonds spécifique sur l'éducation à Paris. Et ça nous permet de faire du sourcing. Et on le voit, une des principales difficultés pour mettre en place un écosystème porteur et qui crée de la valeur, c'est d'abord de se repérer. Nous, on a un problème pour se repérer parmi des milliers et des milliers de startups. Et on sait que les startups ont le même problème, c'est-à-dire comment rentrer dans un groupe. Quel est l'interlocuteur? Qui fait quoi? Quelle est la bonne porte d'entrée? Dans tous les véhicules qui existent, une des premières questions, c'est comment est-ce que je fais pour me repérer là-dedans. Donc ça marche. Cette initiative, elle marche. Oui. Et chez vous, du côté de SNCF, vous êtes, David, je rappelle, Chief Digital Officer. Donc SNCF, c'est un énorme groupe. Il y a combien de collaborateurs d'ailleurs? Peut-être on peut le rappeler. 260 000. 260 000 dans nos pays. Voilà. Avec des cultures très différentes entre le côté plateforme, le côté les métiers plus traditionnels. Comment est-ce que vous abordez aujourd'hui, en 2018, cette coopération avec les startups aujourd'hui? Alors après, c'est pas nouveau, ça fait déjà 3 ans que c'est mis en place avec la Fab OpenInno, et puis on a la particularité d'être un groupe public, donc on a aussi une stratégie d'open data. Donc nous, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien dans le sens où on est un terrain de jeu inépuisable pour les startups, avec 15 000 trains par jour, 30 000 km de voies, 2 milliards de voyageurs, 3 000 gares, 30 000 bâtiments. Je pourrais vous citer encore d'énormes chiffres, ce qui fait que
Les startups viennent naturellement vers nous puisque, avec cette stratégie d'open data, elles se connectent sur l'API et nous apportent des services assez utiles qui ne sont pas toujours vus par la SNCF. Donc c'est une vraie complémentarité naturelle. Si je prends l'exemple, c'est un service de VTC, le CAB, qui grâce à l'API se connecte et avec la disposition des horaires temps réel, permet d'emmener des VTC qui soient disponibles à l'arrivée des trains. Donc pour nous, c'est un double avantage si on améliore l'expérience de nos clients. Et pour le VTCiste, ça lui permet aussi d'optimiser ses trafics et ses flux pour s'assurer qu'il y ait le maximum de voyageurs. Donc dans tous les domaines, que ce soit pour les clients, que ce soit pour nos collaborateurs, sur les sujets de dématérialisation, on a différentes startups qui nous accompagnent de manière assez active, celles que l'on voit et celles que l'on source, et qui font qu'elles nous apportent vraiment cette accélération, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Aussi grand soit-on, on ne peut pas faire tout seul, et l'innovation, on vient la récupérer, les bonnes idées, au travers des startups. Thierry, je voulais savoir, vous qui accompagnez 800 clients aujourd'hui, 800 entreprises dans leur transformation, qu'est-ce qu'elles attendent aujourd'hui de la collaboration avec les startups ? Elles attendent beaucoup, mais elles attendent surtout d'être guidées sur le choix des solutions, et c'est extrêmement compliqué. Et elles attendent qu'elles créent de l'agilité au niveau des systèmes de management, et qu'elles soient aussi des accélérateurs en matière de R&D pour créer de la performance. L'orientation reste quand même centrée sur la performance, le nouveau service client, la refonte totale des processus. C'est vraiment le cas en RH, on le voit sur les processus de recrutement ou autres. On parle beaucoup des incubateurs, des hackathons. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Est-ce que ça donne quelque chose ? Probablement pas, sauf ça se saurait si c'était très efficace. En tout cas, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple très concret qui montre qu'un hackathon a donné suite à quelque chose de majeur en termes de transformation. Est-ce qu'il n'y a pas une dispersion des budgets ? Je vais être un peu direct sur les entreprises, de la part des entreprises, vers des initiatives qui sont un peu du vernis, quoi, quelque part. Ouais, j'ai l'impression qu'on doit prendre des risques quand on est un grand groupe et on ne va pas tout réussir. Et les hackathons en font partie, on emmène beaucoup. L'exemple de Montparnasse, qui était un incident assez majeur, on s'est dit là on doit réagir, on doit trouver bien sûr avec nos ingénieurs, avec notre Fab Big Data, des solutions pour collecter l'information et être plus pertinent sur l'information voyageur. Néanmoins, on a fait appel quand même à un hackathon pour trouver des initiatives, et on a trouvé au travers de start-up des produits qui vont nous permettre d'améliorer cette information voyageur. Donc je pense que, bien entendu, dans le lot, à nouveau, prendre des risques, c'est accepter de ne pas tout réussir. Mais en tout cas, les startups nous permettent d'avoir cette accélération, un regard nouveau qu'on n'a pas forcément, nous, en tant que grand groupe. Un mot, peut-être, du côté de Lagardère ? Ça fait partie des tests qui doivent être menés. Il n'y a aucune solution qui est parfaite. Mais de la même façon qu'on essaye de prototyper, de tester, de faire des POC sur des projets opérationnels, finalement, la façon dont on peut attraper l'innovation et collaborer avec des startups, on doit les tester exactement de la même façon. Donc, il y a des choses qui fonctionnent assez bien, d'autres un peu moins bien. Ça va énormément dépendre des groupes aussi, de leur organisation et de leur culture. Oui, c'est ça. Mais voilà, on se nourrit tous aussi des expériences qu'il y a dans d'autres groupes pour voir ce qui est réplicable ou parfois pas du tout. Quand on parle d'incubateur, par exemple, on ne parle pas assez de la cross-fertilisation, ce qui est dommage, parce que c'est ça, en dehors de nos frontières, qui montre de vrais résultats. Est-ce qu'on assistera, en tout cas je pense que c'est plus un souhait de ma part qu'une vraie question, mais est-ce qu'on va y arriver à ça, à faire des vraies structures en France dans lesquelles on va vraiment mélanger les métiers, les cerveaux, et faire en sorte qu'il y ait des apprentissages croisés, en fait, pour donner naissance à des vraies innovations qui répondent à des besoins? J'espère que oui, en tout cas, si je prends l'exemple de la SNCF. Toutes les initiatives qu'on va mener pour améliorer le réseau, dès l'instant où on va améliorer la performance du réseau, naturellement, on va améliorer la qualité de service fourni à nos voyageurs. Donc cette grosse fertilisation, aussi bien des deux côtés, quand on va améliorer l'information voyageur, on va donner de l'information beaucoup plus qualitative au réseau et permettre d'aller faire de la maintenance aux bons endroits, là où on fait tourner 50 000 personnes par jour. Tout ça devrait améliorer le dispositif. Donc aussi bien pour la France que demain, aller aussi explorer des terrains vers les États-Unis et vers l'Asie, où d'énormes initiatives sont prises. Je vous rappelle qu'en Californie, c'est 20 milliards de dollars qui sont investis dans la mobilité chaque année. Oui. Donc on est aussi présent de plus en plus là-bas pour aller capter des bonnes idées pour améliorer le dispositif.
C'est tous les enjeux du management des écosystèmes. On les a centrés sur nos organisations. Aujourd'hui, il faut qu'on les ouvre inter-organisations et entre les différents groupes. C'est ce qu'on essaye de faire. Ça commence à émerger, mais pas de façon forcément, je dirais, plutôt professionnelle. Pour l'instant, ce sont des initiatives disparates par rapport à des enjeux ponctuels, mais il n'y a pas en tout cas de capitalisation, d'échange autour de véritables enjeux de transformation des entreprises et des processus. Entre les groupes eux-mêmes, vous voulez dire? Oui, ouais. C'est le début. Ouais. Oui, c'est une volonté, je crois, qu'on a. Oui. Il y a 3 types de cross-fertilisation qu'on peut avoir. Il y a évidemment groupe start-up. Est-ce que c'est des incubateurs? Est-ce que c'est via des projets? Il y a plusieurs façons de faire. C'est au sein des groupes. Parce que dans les groupes qui sont de grande taille, pas aussi gros que la SNCF, mais on est assez gros néanmoins, on est sur un grand nombre de pays. Donc, pouvoir, à l'intérieur d'un même groupe, arriver à mutualiser des expériences et à faire en sorte que cette relation sur l'innovation soit fructueuse, c'est très important. Et le dernier, c'est groupe-groupe. Alors, il y a une question que j'ai posée il y a quelques années pas sur ce plateau, on était encore, mais en tout cas dans le cadre de NetExplo, c'est finalement la vraie question de la collaboration grand groupe start-up. C'est pour beaucoup la question de la confiance. Donc c'est aussi la question des process, c'est-à-dire, en gros, soyons très pragmatiques, la centrale d'achat, est-ce qu'elle référence des startups? Si oui, elle le fait comment? Est-ce que le juridique suit derrière? Comment s'organisent les appels d'offres en direction de ces startups qui ne sont pas tout à fait des entreprises, qui sont des entreprises en devenir? Cette question est toujours, j'imagine, d'actualité. Et elle est centrale. C'est un excellent point. Donc, on est arrivé, on voulait entrer avec nos startups avec nos contrats de 150 pages. Je ne vous cache pas qu'on les a un peu découragés. Ouais. Donc, on a simplifié la relation avec les startups avec un contrat simplifié. Et c'est un contrat de confiance mutuelle qui nous permet, nous, donc de travailler et de les séduire. Qu'ils peuvent se dire, on va pouvoir avoir une référence avec la SNCF. Bien sûr. Et tout le monde est gagnant. Parce qu'on a eu un exemple en faisant ce contrat simplifié. Nos juristes ont travaillé avec les startups et les ont un peu éduqués sur la propriété intellectuelle, où la start-up est concentrée sur l'évolution de son produit. Exactement. Donc il y a eu cet avantage de captation d'innovation de la start-up pour nous, et pour nous de les éduquer un peu à préparer l'avenir avec la gestion de la propriété intellectuelle, comment grandir, comment organiser sa structure de management pour être capté d'autres grands clients. Donc à nouveau, j'ai l'impression que c'est en ce moment que ça se passe, qu'il y a de plus en plus de maturité. On partage aussi ces expériences avec d'autres grands groupes pour se partager les bonnes pratiques et essayer de les faire grandir, ces startups, ensemble plus rapidement. Par rapport à quelques années, ça a beaucoup bougé, ça. Et vraiment, c'est plus du tout la même chose. Quand on parle à différentes personnes, de groupes très différents, les contrats sont différents, le service achat a bougé, la façon dont certains processus de décision dans les entreprises s'est accéléré pour pouvoir mettre en place à minima des tests, ça a beaucoup bougé ces dernières années. Thierry, le mot de la fin. Oui, une start-up, c'est pas que de la technologie. Voilà, c'est une matière vivante, c'est une matière humaine. Alors j'aime bien parler d'algorithmes hyperactifs. Donc comment intégrer un algorithme hyperactif dans une grosse organisation qui découvre ses propres algorithmes? Donc ça veut dire quand même qu'on a besoin d'avoir une approche professionnelle, avec une révision ou une amélioration en tout cas des processus, un véritable management des startups et une véritable appropriation de l'organisation à ces nouveaux enjeux, d'où les programmes de transformation, les hackathons, et ainsi de suite, qui ne sont que des accélérateurs. Peut-être un point essentiel, on n'a peut-être pas suffisamment parlé d'investissement. Transformer nécessite des investissements. Si je regarde du côté des startups RH, aujourd'hui, elles sont en manque d'investisseurs pour transformer au-delà d'époque, pour réaliser chez les clients et aussi chez les grands groupes. Merci à tous les trois. On va passer à une autre table ronde parce que voilà, c'est timé, c'est le jeu. Mais merci d'être venus sur cette discussion. Grand groupe Startup, on en reparlera évidemment, comme chaque année. Eric de RIB-Maten accueille ses derniers invités pour cette dernière table ronde qui est finalement un peu le pendant de notre discussion, messieurs, c'est la digitalisation des PME, parce que les startups, les grands groupes, c'est très bien, mais enfin, le grand tissu économique, notamment de l'Hexagone, ce sont les PME et les artisans, il ne faut pas l'oublier. Par contre, il y a comme un petit retard à l'allumage sur la digitalisation de ces organisations. Comment rattraper le retard? Eric, c'est à toi tout de suite.